Bonjour à tous. C'est dans la très jolie ville de Saint-Malo, qui est située dans l'île-et-Vilaine, que j'ai décidé de poser ma caméra. Non pas pour vous faire visiter Saint-Malo, avec ses ports, ses plages magnifiques et sa ville fortifiée, mais pour vous faire découvrir l'assemblage et la mise en place de 9 ponts roulants à Miaux-Levage. Pour cela, je vous emmène dans une société plus que centenaire qui se trouve spécialisée dans la charpente métallique, serrurerie et métallerie. Je veux parler, bien sûr, de la société L'Oncle. Je tiens particulièrement à remercier M. Thésée ainsi que toute son équipe pour m'avoir permis de filmer dans leurs ateliers notre chantier. Je remercie sincèrement les 3 techniciens de la société Amiot, Sylvain, Yves et Fabrice, pour leur collaboration dans ce tournage. Mais ne perdons pas de temps, car ils sont déjà à pied d'œuvre. Je vous propose d'aller les rejoindre. Le transport de nos ponts roulants à Miaux-Levage s'effectue toujours par la route, à l'aide de camions équipés de remorques ajustables en longueur. Ce moyen de transport est d'ailleurs utilisé pour la majeure partie des pays européens et d'Asie. Les autres pays, comme le continent africain par exemple, le transfert se fait par camion jusqu'au port d'embarquement, la suite se fait par voie maritime. Arrivé au port de destination, des navettes reprennent le chargement pour le livrer directement chez notre client. Revenons à notre affaire. Pour l'acheminement de 9 ponts roulants à Miaux-Levage jusqu'à la société EML Long, 3 camions ont été nécessaires. Je vous laisse observer l'arrivée des 2 derniers. Sylvain et Yves font rentrer donc le premier camion pour procéder à son déchargement. Ce déchargement va être assez rapide compte tenu que le client nous a mis un pont roulant à disposition pour réaliser cette opération. La complexité n'est pas réellement de décharger le camion, mais de ranger les différents éléments en les regroupant par unité, c'est-à-dire par pont roulant, et notamment d'orienter la poutre au sol de telle façon que lorsque le pont roulant sera fini d'assembler, eh bien que l'on n'ait pas besoin de le faire pivoter de 180 degrés pour le mettre dans le bon sens sur ses rails de roulement. Toutes ces réflexions sont indispensables et nous permettent bien sûr de gagner du temps aussi bien à l'assemblage de chaque appareil, mais aussi lors de la mise en place à l'aide de la grue du pont roulant sur son chemin de roulement. Ces réflexions vont aussi permettre de limiter au maximum la zone de stockage des différents éléments, sachant que la société EML Long continue à produire, ce qui limite bien sûr pour eux comme pour nous la place disponible. Il est vrai que 10 poutres de pont roulant de longueur 19 mètres, plus les chariots palans, plus les cartons d'accessoires, cela prend énormément de place. Vous avez peut-être réagi lorsque je vous ai parlé de 10 poutres, alors que nous n'avons que 9 ponts roulants. C'est tout simplement que sur les 9 ponts roulants, il y a un pont roulant bipoutre de 10 tonnes. Il est parfois des situations où nous n'avons aucun moyen de manutention sur les sites. Je pense notamment dans des bâtiments neufs, certaines extensions de bâtiments, etc., non pourvus d'appareils de manutention. Dans ce cas, nous allons fournir les différents appareils de manutention dont nous aurons besoin. Cela peut aller du chariot élévateur à main verticale, le chariot télescopique, le bras de manutention sur camion ou une grue de levage automotrice sur pneu. Le choix de tel ou tel type d'appareil de manutention est directement lié aux différentes pièces à bouger, gabarit, poids, etc. Mais il nous faut tenir compte aussi du milieu où l'opération va se dérouler. Je pense notamment à certaines situations où nous avons dû assembler des appareils de levage, par exemple sur des sols en terre battue, sur des sols comprenant des fosses, sur des dalles de béton recouvertes de résine et où il ne fallait aucune trace sur le sol. Face à chaque situation, nous avons su et savons trouver la meilleure solution technique pour nos différents montages. Maintenant que les 2 camions ont été déchargés, Sylvain, Fabrice et Yves vont passer à l'assemblage du premier pont roulant. La première partie à mettre en place va être les 2 sommiers qui permettront au pont roulant de se déplacer en translation sur le chemin de roulement. La fixation des 2 sommiers placés à chaque extrémité de la poutre se fait à l'aide de boulons. Pour que la géométrie de la structure du pont roulant soit parfaite, il faut bien sûr que les portées, c'est-à-dire les surfaces qui vont être en contact mécanique entre le sommier et le bout de la poutre, soient parfaites. Et c'est pour cela que les ponts roulants portiques et semi-portiques à Miaux-Levage au Nice possèdent des plaques appelées plaques de reprise qui sont soudées sur le flanc du sommier et l'autre en bout de poutre. Ces plaques sont bien sûr usinées, comme vous pouvez le voir sur les petits écrans qui défilent sur le côté de la poutre. Chaque trou sur les plaques possède un alésage recevant une rondelle métallique. Celle-ci est appelée rondelle anti-cisaillement. Cette rondelle permet d'éviter le cisaillement des boulons, assurant la fixation des sommiers
C'est en effet elles qui reprennent ces efforts. En fait, si j'assemblais mes sommiers sur la poutre uniquement avec des boulons, imaginez que le pont soit mis en place sur le chemin de roulement, rien que par le poids propre de la poutre, la plaque en bout de poutre va amener des efforts qui ont pour conséquence de faire glisser la plaque du bout de la poutre par rapport à celle du sommier, et ceci vers le bas. Et c'est uniquement les boulons qui arrêteraient ce glissement, et mon exemple est pour un pont roulant à vide. Si on applique des charges en plus, ce serait encore pire. Si j'ajoute le nombre de manutention, les années d'utilisation, les boulons finiraient par sectionner. Alors qu'avec les rondelles anti-cisaillement, celles-ci reprennent les efforts verticaux et les boulons reprennent uniquement les efforts horizontaux qui sont liés au serrage du sommier sur la poutre. La mise en place des boulons, c'est-à-dire l'ensemble vis plus rondelle plus écrou, sont tout d'abord serrés à la main ou avec une clé simple ou à cliquet. Le serrage complet de chacun des boulons ne doit se faire uniquement qu'avec une clé dynamométrique préalablement réglée en fonction du diamètre du boulon et de sa classe. Ce type de serrage a pour but d'équilibrer les efforts entre tous les boulons, c'est-à-dire que chacun des boulons possède les mêmes efforts de traction. Maintenant que les sommiers sont installés, Sylvain, Fabrice et Yves vont mettre en place les bras supportant les rails de guirlande. Ces bras supports sont fixés sur des pièces préalablement usinées et soudées sur le dessus de la poutre du pont roulant. Les écartements de ces bras sont calculés en fonction de la longueur de la poutre du pont roulant, mais surtout en fonction du type de rail et du poids des guirlandes électriques. Ensuite, c'est la mise en place de toutes les griffes de serrage ou les suspentes, puis les rails avec les manchons de raccordement entre rails. L'étape suivante est la mise en place du chariot palan à câble. Pour la mise en place de notre chariot palan, il suffit d'écarter la flasque opposée au palan, c'est-à-dire celle où est fixé le moteur réducteur de translation, de façon à ce que les galets de direction puissent passer aisément de chaque côté de la poutre. Ensuite, en effectuant un mouvement de levage, les gars vont relever le palan et dans un deuxième temps, ils vont venir déposer les deux galets de direction côté palan sur la bande de roulement située sur la partie basse de la poutre. Et puis pour terminer, ils repassent de l'autre côté de la poutre du pont roulant afin de resserrer la flasque dans le but de mettre les deux autres galets sur la bande de roulement. Et là, nos 4 galets sont bien en place. Il ne reste plus qu'à remettre les entretoises et écrous de serrage ainsi que les goupilles de verrouillage des 2 écrous de serrage. La mise en place des 2 butoirs de direction permet de limiter la course du chariot palan dans le cas où le fin de course de direction ne fonctionnerait pas. C'est un élément de sécurité. Fabrice et Sylvain mettent en place les 2 guirlandes. La première, la plus extérieure, se trouve être celle de la commande. C'est dans la prise placée en son extrémité que va être branché le câble de la boîte à boutons. Ce système de prise, appelé plus couramment dans notre métier les connecteurs multibroches, permet de connecter et de déconnecter la boîte à boutons rapidement. Il faut bien sûr utiliser une nacelle élévatrice de personne pour aller faire cette opération. La deuxième guirlande est celle qui va alimenter le chariot palan en puissance, avec un premier câble plat pour le moteur de levage, le deuxième pour le moteur de direction et le troisième câble plat placé dans cette guirlande est celui de commande. Il renvoie toutes les informations de fin de course, levage et de direction, ainsi que le limiteur de charge à l'armoire électrique générale du pont. Sylvain et Yves vont mettre en place l'armoire électrique générale du pont roulant. Celle-ci est fixée directement sur des bras qui sont eux-mêmes repris sur des supports soudés directement sur le dessus de la poutre du pont roulant. Nos armoires sont toutes équipées de connecteurs multibroches recevant les prises des guirlandes, fin de course et anti-collision de translation, ainsi que la puissance des moteurs de translation. Comme vous pouvez le voir, nos armoires électriques ne possèdent que 3 variateurs de fréquence de marque Schneider, un transfo, des protections et un bornier. Nous allons passer maintenant à la mise en place du pont roulant. Cette opération est délicate et les gars doivent faire preuve d'une grande vigilance et attention. J'avoue que c'est assez spectaculaire pour des personnes qui n'ont jamais assisté à ce genre d'opération. La première phase consiste à équilibrer le pont roulant de façon à ce qu'il soit bien de niveau lors de l'élévation. Cette opération est très importante et si elle est bien réalisée,
les techniciens travaillent dans de meilleures conditions et en toute sécurité. Lorsque les gars ont trouvé le bon équilibre, la grue commence la levée du pont roulant, pendant que Sylvain et Yves gardent le contrôle à partir du sol, comme vous le voyez à l'aide de 2 cordes. Ces 2 cordages vont leur permettre, à partir du sol, d'orienter le pont roulant à leur convenance, et notamment à l'approche de la mise en place sur le chemin de roulement. Comme vous pouvez le voir, Sylvain et Yves font tourner l'appareil afin de bien le positionner au-dessus des chemins de roulement. Lorsque le pont roulant est positionné correctement, le grutier va amorcer la descente pour venir le poser sur ses rails. Un dernier contrôle visuel est nécessaire. Fabrice va donc prendre la nacelle pour aller vérifier que les 4 galets de translation sont bien posés sur les rails de chemin de roulement. Ensuite, il enlève les 2 pinces de manutention. L'opération de groutage est terminée. Nous allons procéder à la mise en place du 2e pont roulant, mais celui-ci a été assemblé dans un autre hall. Il nous faut donc l'acheminer dans son hall de destination pour ensuite le hisser lui aussi sur ses chemins de roulement. Comme vous pouvez l'entendre, il y a peu de paroles, mais surtout des gestes permettant de dire au grutier ce qu'il doit faire. Je vous laisse apprécier la mise en place de ce 2e pont roulant. Et voici nos 2 ponts roulants mis en place. Il ne reste plus que les travaux de finition dont je vous parlais tout à l'heure, les essais réglementaires, et ils seront prêts pour la rentrée de septembre 2012. Les 7 autres ponts roulants, les opérations vont se dérouler de la même façon. Aujourd'hui, 8 ponts roulants sont installés. Le 9e, son installation est prévue pour courant septembre 2012, sur un nouveau chemin de roulement qui sera réalisé par la société L'Oncle. Voici les 8 ponts roulants à miaulevage que nous venons d'installer. Vous pouvez remarquer qu'une grande partie des vieux ponts roulants ont disparu. C'est normal, car nous les avons descendus. Mais je n'ai pas voulu filmer ces opérations qui sont souvent beaucoup plus longues et qui n'apportent rien au sujet que je voulais développer. Voici le pont roulant bipoutre de 10 tonnes que je vous parlais tout à l'heure. Le mouvement de direction est réalisé à l'aide d'un motoréducteur à train parallèle et arbre creux qui se trouve être claveté et non cannelé comme chez beaucoup de mes confrères. Le moteur est contrôlé par un variateur de fréquence Schneider, ce qui donne une grande souplesse au mouvement. Nous n'avons plus de choc mécanique, comme avec les moteurs à 2 vitesses. La durée de vie de la mécanique se voit rallongée. Les mouvements plus souples et peu de balancement, comme vous pouvez le voir. Le mouvement de translation est réalisé avec la même cinématique, mais avec des puissances moteurs qui peuvent être différentes que celles de la direction. Le mouvement de levage est assuré par un réducteur placé en bout de tambour et à l'opposé du moteur de levage. Le moteur de levage, comme ceux de la direction et de la translation, est piloté par un variateur de fréquence Schneider. Vous pouvez remarquer la grande souplesse de l'ensemble des mouvements, ce qui en fait un matériel souple et robuste. Nous avons des ponts roulants qui ont plus de 5 ans, qui travaillent en 3 fois 8 heures et 5 jours sur 7, et de plus en fonderie, sur lequel un seul changement de câble a été réalisé en 2011, ce qui prouve de la fiabilité de ces ponts roulants à miaulevage. La société Amio est aujourd'hui très présente sur les pays de Loire et la Bretagne.
et peut vous apporter le service que vous attendez d'une vraie entreprise spécialisée dans le domaine du levage et de la manutention. J'ai voulu, pour les personnes qui sont encore sceptiques sur le bien fondé de la variation de fréquence, vous faire voir, auprès d'un exercice que j'ai moi-même réalisé, comment un balancement pouvait se rattraper rapidement avec la variation de fréquence. Cet exercice, j'aurais pu le faire dans le sens de la translation, mais comme ma caméra était posée et réglée, le mouvement de direction était plus visible à l'écran. Ce petit reportage s'achève. J'espère qu'il vous aura apporté beaucoup de réponses à vos différentes interrogations. N'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour toute votre attention et je vous dis à très bientôt sur Amio TV.